Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être présents ce soir. Alors ce soir, ce n'est pas une Unipop de ville en ville comme vous en avez souvent l'habitude. Et pour autant, nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux pour remplir 2 salles du cinéma Jean-Eustache. On comprend pourquoi, parce que le sujet de ce soir est un sujet brûlant, un sujet d'actualité qu'il est bon de chercher à comprendre, à expliciter. Et pour cela, ce soir, nous avons un invité que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, puisqu'on a eu l'occasion de le recevoir déjà, ici à Pessac. Il s'agit d'Olivier Compagnon. Bienvenue. Donc, professeur d'histoire contemporaine, mais également spécialiste de l'histoire culturelle et politique de l'Amérique latine, notamment du XXe siècle, et spécifiquement du Brésil. Et c'est pour cela que vous êtes là ce soir, pour nous parler du Brésil aujourd'hui. Et je vous cède la parole et nous aurons après, bien sûr, vous aurez surtout la possibilité de poser vos questions à la fin de l'intervention. Belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. À chaque fois que je viens, je suis impressionné par ce qui se passe ici chaque semaine à Pessac, le monde qui vient systématiquement, le public fidèle, intéressé, qui pose des questions. C'est toujours vraiment un plaisir d'être là, je vous le dis franchement. Alors, y avait-il un meilleur moment pour parler du Brésil qu'aujourd'hui, 10 octobre ? L'invitation m'a été lancée en mars ou avril dernier. J'ai tout de suite accepté. J'ai mis beaucoup de temps à envoyer un titre. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas envoyé au bout du compte. Parce que c'était compliqué de savoir sous quel angle j'allais présenter les choses, puisque vous savez qu'on sort des élections, du premier tour des élections présidentielles, mais aussi des élections parlementaires, qui ont eu lieu donc dimanche 2 octobre, il y a exactement 8 jours. J'ai intitulé ma conférence... Alors, pourquoi... Voilà. J'ai intitulé ma conférence « Que nous disent les élections de 2022 sur le Brésil contemporain ?» avec l'idée de décrypter, au-delà d'un certain nombre de commentaires très conjoncturels, ce qui s'est passé il y a 8 jours au Brésil. Vous le savez, il y a eu une immense surprise pour les Brésiliens, mais aussi à l'échelle internationale, puisque depuis des mois et des mois, Lula a été donné, alors sinon gagnant au premier tour, mais du moins très largement en tête et dans tous les cas gagnant au second tour. Or, ce qu'il s'est passé dimanche dernier a déjoué tous ces pronostics, puisque je vous rappelle très rapidement, j'imagine que vous avez vu les médias, mais je vous rappelle très rapidement les résultats. Sur les 156 millions d'électeurs inscrits au Brésil, 215 millions d'habitants le Brésil, hein. Je vous rappelle comme ça quelques éléments. C'est un tiers en gros de la population latino-américaine. On parle évidemment du géant d'Amérique latine. Il y a 156 millions d'inscrits sur les listes électorales au Brésil. Il y a un vote obligatoire, mais où il y a peu de sanctions lorsqu'on ne va pas voter. Il y a environ 80% des inscrits qui ont voté. Et à la surprise générale, certes, Lula est arrivé en tête, mais il n'a pas réussi à obtenir 50% des suffrages exprimés, ce qui lui aurait permis d'être élu tout de suite président. Mais surtout, Bolsonaro, qui était donné à 32 ou 33%, a réalisé 43% et demi, en gros. Et surtout, les sondages pour le second tour dont nous disposons actuellement ne sont pas du tout les mêmes que les projections qu'il y avait il y a un mois. Il y a un mois, on disait qu'en cas de second tour, on était sur du 60-40, du 58-42. Là, on nous donne du 52-48 pour Lula, et il reste 3 semaines de campagne. Au-delà du résultat présidentiel, il y avait également, et c'est peut-être ça le plus important, même si les médias s'y sont moins consacrés, il y a également les résultats d'autres élections qui avaient lieu le 2 octobre, élection des gouverneurs, puisque vous savez que le Brésil est un État fédéral avec 26 États plus le district fédéral de Brasilia, élection des députés et élection du Sénat. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces élections, ce serait pénible, mais la principale leçon
qu'on peut en retenir, c'est que le bolsonarisme est définitivement ancré dans le paysage politique brésilien. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a pu être présenté en 2018, et donc là le bolsonarisme en gros c'est la partie à gauche, le parti libéral, hein, qui compte le plus grand nombre de députés dans la Chambre des députés, qui compte 513 députés en tout. Ce que en 2018 on a pu interpréter parfois comme une sorte d'accident de l'histoire. Ce petit capitaine de l'armée devenu obscur député pendant de très longues années et qui soudainement émerge, la figure de l'outsider, hein, qui soudainement émerge dans un paysage politique relativement dévasté par toute une série, je vais y revenir, hein, toute une série d'affaires de corruption, dans un contexte où Lula est emprisonné et ne peut pas se présenter. Finalement, il gagne en plus dans un air du temps où il y avait Trump à la Maison-Blanche, mais c'est un accident de l'histoire. Il y a beaucoup d'interprétations qui ont été faites sur ce mode-là. Au fond, 2018 aurait été une élection accidentelle en quelque sorte, et le bolsonarisme était nécessairement une parenthèse qui s'achèverait à la fin de l'année 2022. Alors, dans tous les cas, ça ne va pas se passer comme ça. Sans préjuger du résultat du second tour, même si Lula l'emporte finalement, le bolsonarisme est désormais une force politique très importante dans le paysage brésilien. Et au fond, c'est ce que je me propose aujourd'hui d'essayer de comprendre avec vous. Il y a toute une série de raisons, je vais essayer de tirer un certain nombre de fils, il y a toute une série de raisons qui peuvent expliquer cet ancrage profond et qui ne tiennent pas véritablement, je dirais, au bilan de Bolsonaro. Et je vais commencer par là. Puisque le bilan de Bolsonaro, il y a une unanimité absolue à reconnaître qu'il est absolument catastrophique. Il est catastrophique en termes, je dirais, démocratiques. Bolsonaro n'a jamais cessé, pas seulement dans le contexte de ces élections, mais depuis 2018, de remettre en cause le système électoral. Vous savez que c'est un vote électronique au Brésil, un vote qui est considéré comme parfaitement fiable, hein, par tous les observateurs internationaux, un vote qui fonctionne parfaitement. Mais Bolsonaro, dès qu'il est entré dans l'arène politique, c'est-à-dire au début de l'année 2018, où il a commencé à bénéficier, je dirais, d'une grande couverture médiatique, immédiatement, il a remis en cause le mécanisme du suffrage et, très concrètement, les résultats des élections, y compris quand il a gagné. Lorsqu'il l'emporte en 2018 au second tour contre le candidat du Parti des Travailleurs, donc celui qui, en quelque sorte, avait remplacé Lula au pied levé, Fernando Haddad, l'une de ses premières déclarations, c'est de dire, non pas « je suis content d'avoir gagné », mais ce système ne fonctionne pas et est frauduleux, parce que sinon j'aurais dû gagner au premier tour. Ces attaques n'ont jamais cessé entre 2018 et 2022 et se sont multipliées dans les dernières semaines, justement, avant le vote, au point, évidemment, hein, de semer le doute, hein, dans l'esprit d'un certain nombre de Brésiliens sur véritablement la fonctionnalité de ce système électoral. Au-delà de cela, la démocratie, elle a aussi été maltraitée au travers de toute une série de pratiques de Bolsonaro. Quelques exemples très rapidement. Le fait de rien faire depuis le gouvernement fédéral pour essayer de punir un certain nombre de crimes très médiatiques, comme celui de Marielle Franco, hein, en 2018, vous avez dû en entendre parler, ou de crimes d'anonymes, des leaders sociaux sur le terrain, etc. Le fait non seulement d'avoir laissé s'installer une impunité qui est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était auparavant, un peu comme un schéma à la colombienne, hein, si je peux me permettre la comparaison, et parfois même le fait d'avoir encouragé ce type de violence. Hein, il y a eu, si vous voulez, aussi une remise en cause de ce qui constitue le pacte démocratique, hein, par ces appels à la violence. Et ça, on en a vu une manifestation absolument incroyable le 7 septembre dernier. Le 7 septembre dernier, c'était quelque chose de très important pour le Brésil, puisque c'était la célébration du bicentenaire de l'indépendance du pays. Hein, souvenez-vous de 1989 en France, c'était quelque chose. Hein. Et qu'a fait Bolsonaro? Alors je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a fait, parce que sinon ça me rendrait, je serais obligé de devenir vulgaire, puisqu'il a été très vulgaire pendant ses interventions. Mais notamment, il a appelé l'ensemble de ses partisans à se réunir, non seulement à Brasilia, mais aussi dans d'autres villes, armes à la main,
si vous êtes armé, sortez dans la rue avec des armes pour, je dirais, à la fois faire une démonstration de force à quelques semaines des élections et aussi faire planer le spectre d'une possible insurrection si le sort des urnes ne lui était pas favorable le 2 octobre. Et je ne vous parle pas, évidemment, d'un phénomène qui existait déjà bien avant Bolsonaro, mais qui s'est considérablement intensifié, à savoir les interventions multiples de milices dans les favelas, exerçant des formes de violence en dehors, évidemment, de tout système judiciaire et démocratique. Et donc, on a vu toute une série d'atteintes à la démocratie. Le bilan, il est évidemment aussi catastrophique d'un point de vue économique. D'une part, parce que le contexte international de la fin des années 2000 et du début des années... de la fin des années 2010 et du début des années 2020, on le sait, était plutôt défavorable. Mais aussi parce que la potion néolibérale, je dirais, que Bolsonaro a essayé d'injecter au Brésil par l'intermédiaire de son ministre de l'économie, Paulo Guedes, n'a absolument pas fonctionné, a déconstruit toute une série de services publics ou en tout cas d'activités qui étaient encore gérées par l'État pour les vendre au privé et a donné des résultats qui sont absolument catastrophiques puisque en 2020, le produit intérieur brut brésilien, c'est-à-dire la richesse produite au Brésil, était inférieure de moitié à celle de 2014. Et aujourd'hui, certains d'entre vous sans doute peut-être sont allés au Brésil récemment. Aujourd'hui, les conséquences de cela, en termes d'augmentation de pauvreté, de creusement des inégalités dans l'un des pays qui est déjà l'un des plus inégalitaires du monde, sont absolument évidentes. Autre aspect catastrophique de son bilan, c'est la gestion de la pandémie. Je passe très rapidement, mais tout simplement, pendant de très longs mois, Bolsonaro a simplement dit « É uma gripinha ». C'est une grippette, il n'y a pas de pandémie, et a véritablement porté un négationnisme médical ou scientifique, en quelque sorte, ne prenant strictement aucune initiative depuis Brasilia. Et toute la lutte contre... Alors, le bilan final au Brésil n'est pas si terrible que ça, en vérité. Enfin, excusez-moi, parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ont perdu des proches, etc. Mais ce n'est pas le bilan péruvien. Si on rapporte le nombre de victimes à la population totale, il y a 3200 morts au Brésil à cause de la pandémie par million d'habitants, alors qu'il y en a 6300 au Pérou. Et le Brésil, au fond, a un meilleur bilan que la Hongrie ou certains pays d'Europe de l'Est. Il n'en demeure pas moins que l'État fédéral a durablement laissé tomber les populations face à la pandémie, et c'est souvent à l'échelle locale, c'est d'ailleurs toujours à l'échelle locale, que la riposte contre la pandémie s'est faite. D'abord, donc en gros les gouverneurs, gouverneur de São Paulo, gouverneur de Bahia, etc., qui ont commandé les masques, qui ont commandé les vaccins, qui ont mis en place des politiques de confinement locales, qui n'ont pas eu, qui ont eu des variations à l'échelle du territoire, puisque c'était pris dans le cadre des États fédérés, et qui expliquent très largement, oui, voilà, un bilan qui est quand même catastrophique et qui surtout a produit des images qui ont été catastrophiques pour le Brésil. Vous vous souvenez peut-être, vers avril ou mai 2020, de ces images qui circulaient partout dans le monde, des tractopelles qui creusaient dans des fosses communes à Manaus, notamment en Amazonie. Le tribut payé par les populations indiennes, archi-minoritaires au Brésil, 0,7% de la population brésilienne, mais aussi par les populations afrodescendantes et plus généralement par les populations les plus pauvres, est immense. De ce point de vue-là, c'est comme en France. Ceux qui ont le plus souffert de la pandémie, ce sont les plus exclus et les plus pauvres. Bon, mais en tout cas, la gestion a été catastrophique. La gestion environnementale, je ne vous en parle même pas. Imaginez la Belgique, elle a été entièrement 40 000 km². C'est l'équivalent de la Belgique qui a été déforestée pendant les années Bolsonaro, avec un démantèlement de toutes les agences de protection de l'environnement, de protection des territoires indiens, etc., indigènes, etc., qui fait que non seulement l'Amazonie, mais aussi toute une série d'autres zones très importantes pour la biodiversité et le climat, la biodiversité brésilienne et le climat, je dirais, brésilien et international, sont véritablement aujourd'hui considérées comme des zones martyrs. Il y a l'Amazonie, mais il y a aussi complètement au sud le Pantanal, qui était une formidable réserve de faune et de flore, et qui a été à la fois
saccagé, je dirais, par la déforestation au nom de l'agriculture du soja, etc. Et en même temps frappé par des incendies extrêmement durs qui ont partiellement détruit cette zone absolument incroyable. Donc bilan environnemental, bilan politique, bilan économique, bilan social et bilan international. Vous savez tous que Lula, c'est une rockstar internationale. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, il s'avère que Lula arrivait quelque part quand il était président, entre 2003 et 2010, et c'était l'émeute. Moi, j'avais pu le constater une fois où il était reçu à Sciences Po à Paris, j'avais voulu y aller. C'était inaccessible, c'était pire que Mick Jagger, c'était complètement fou, si vous voulez. Et Lula avait aussi cette capacité à faire exister le Brésil sur la scène internationale. Et de ce point de vue-là, effectivement, Bolsonaro a très rapidement été mis au banc de la communauté internationale. On sait très bien que quand il se rend dans des réunions comme le G20, aucun chef d'État ne souhaite faire une petite réunion bilatérale avec lui, que la conflictualité avec la plupart des chefs d'État internationaux est extrêmement forte, depuis du moins que Trump a quitté le pouvoir. Donc un bilan catastrophique, je voulais le rappeler rapidement, qui interroge d'autant plus sur le résultat des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, on peut toujours se dire les Brésiliens sont idiots, mais moi, je ne retiens pas cette hypothèse. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux les électeurs, il faut toujours prendre au sérieux les électeurs, les choix qu'ils font. Ils ont voté Bolsonaro pour des raisons qui sont les leurs et qu'il faut essayer de comprendre. Bien sûr, on peut reprendre des vieux arguments qui avaient déjà expliqué la victoire de 2018. La capacité de Bolsonaro et de ses réseaux à mener des formes de campagne électorale qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on connaissait auparavant. Ceux qui connaissent le Brésil savent qu'avant une campagne électorale, moi je me souviens de celle de 2010 où j'étais sur le terrain, envahissait l'espace public. Il y avait des camions avec des porte-voix, il y avait des affiches partout, il y avait des meetings partout. Elle était présente partout. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai parce que Bolsonaro a massivement investi les réseaux sociaux et notamment WhatsApp. Alors ça, c'est un truc très brésilien. Beaucoup de Brésiliens communiquent entre eux par WhatsApp, mais vont aussi chercher l'information par WhatsApp. Et on a dit en 2018 que cette capacité à utiliser les réseaux sociaux pour y diffuser, je dirais, son programme politique, mais aussi énormément de fake news, on l'avait beaucoup vu en 2018, a été l'un des facteurs de la victoire en 2018. Sans doute cela a-t-il de nouveau joué dans le résultat du 2 octobre 2022, mais en même temps, Lula avait aussi pris acte de cela. La coalition autour de Lula a fait des efforts considérables pour investir ces réseaux sociaux, et c'est sans doute un petit peu court pour expliquer, je dirais, la surprise qui s'est passée le 2 septembre. Alors, sur la base de tout cela, je vous propose de déplier quelques fils assez rapidement. Je ne vais pas tout dire sur le Brésil en 1h15, ça c'est sûr et certain. De déplier quelques fils pour essayer de comprendre d'où vient Bolsonaro et pourquoi aujourd'hui, en aucun cas, on ne peut considérer Bolsonaro comme une parenthèse de l'histoire brésilienne. Alors, le premier fil que je voudrais dérouler en quelque sorte, et je vais faire ça un peu comme un historien, c'est-à-dire que je vais croiser des temporalités en quelque sorte, c'est le fil, disons, de la crise politique qui a généré le phénomène Bolsonaro entre 2013 et 2018, 2016 ou 2018. Au fond, le Brésil est entré en crise en juin 2013, lorsque des manifestations relativement spontanées, non organisées au départ par des partis politiques ou des syndicats, ont commencé à envahir les principales villes, notamment São Paulo. Moi, je me souviens que j'étais à São Paulo à ce moment-là et c'était très impressionnant, pour un motif qui semble assez banal, c'est-à-dire une petite augmentation du prix des transports publics. Banal, pas tant que ça d'ailleurs, parce que toute la crise sociale et politique chilienne qui a commencé en 2019 a commencé exactement de la même manière. Et je trouve ça assez intéressant à comparer. Toujours est-il qu'à ce moment-là est né un vaste mouvement de protestation qui, très rapidement, s'est cristallisé contre la présidente Dilma Rousseff, Parti des travailleurs, qui avait succédé à Lula après les 2 premiers mandats de Lula en 2010 et qui était en train de terminer son premier mandat.
avec toute une série de revendications, notamment sur l'incapacité de Dilma à assurer une prospérité économique comme l'avait fait Lula dans les années 2000. Là, on touche un point très important, sur lequel je reviendrai en conclusion. Que se passe-t-il en vérité en 2012-2013 au Brésil? Effectivement, il y avait une prospérité dans les années 2000 qui s'effondre brutalement. Pourquoi? Dans les années 2000, vous le savez, ça a été une conjoncture internationale d'augmentation considérable du prix des matières premières. Matières premières agricoles comme le soja, matières premières minières, etc. Et toute la prospérité brésilienne des années 2000 a été fondée là-dessus. Ça a permis à l'État de rentrer énormément d'argent et de mener des politiques de redistribution sociale qui ont permis à Lula, et c'est son bilan, hein, de faire sortir 30 millions de Brésiliens de la pauvreté. Dilma n'a pas de projet différent, à la nuance près qu'on a ce retournement de la conjoncture économique internationale en 2012-2013. Pour le dire autrement, un effondrement de la demande chinoise, parce qu'en fait, les années 2000, c'est aussi le moment où la Chine s'impose comme le premier partenaire commercial du Brésil, alors que c'était les États-Unis depuis le début du XXe siècle. Et donc on a ce retournement qui, effectivement, hein, rend le gouvernement de Dilma, soudain, relativement impuissant dans sa volonté de redistribution. Là, on touche un point important, j'y reviendrai à la fin, parce que ça, c'est quelque chose de complètement structurel. Cette dépendance de l'économie brésilienne au cours des matières premières, quelles qu'elles soient. Toujours est-il que la crise commence à ce moment-là, et ensuite s'aggrave de toute une série d'éléments. En 2014, éclate un immense scandale de corruption, qu'on va appeler l'opération Lava Jato. Éclate un scandale de corruption qui conduit la justice brésilienne à lancer une très vaste opération qu'on va appeler Lava Jato, anti-corruption. Cette opération, extrêmement médiatisée, hein, jusqu'en 2017-2018, en vérité, montre que tous les partis politiques, ou plutôt que des acteurs et des actrices politiques venant de toutes les formations politiques, ont été mouillés dans ces affaires de corruption. Là encore, j'y reviendrai un peu plus tard, hein, pour vous expliquer pourquoi ça. Mais il s'avère que dans le traitement médiatique que Lava Jato a produit, en quelque sorte, et notamment parce qu'on a un paysage médiatique au Brésil qui est à la fois très concentré et entre les mains d'élites financières très conservatrices et plutôt anti-parti des travailleurs. Hein. Le deuxième groupe médiatique au Brésil, c'est le groupe Record, qui est lié à une église évangélique, qui est l'émanation de l'église universelle du royaume de Dieu. Je vais y revenir, hein, aux évangélistes, après vous vous en doutez bien. Voilà. Bon, évidemment, il y a eu une instrumentalisation politique de Lava Jato qui a placé la focale sur la corruption du PT. En sachant que le PT, effectivement, était mouillé dans toute une série d'affaires de corruption, depuis d'ailleurs le début des années 2000, mais vous verrez pourquoi ensuite. Et donc ça a contribué à la mise en marche d'une campagne spécifiquement contre Dilma Rousseff, qui, malgré tout, parvient à être réélue en 2014 pour un second mandat, et qui conduit à sa destitution en août 2016. Hein, avec cette idée que dans un schéma, dans un paysage politique qui est globalement corrompu, le PT est le plus corrompu de tous les partis parce qu'il exerce le pouvoir depuis 2003 et que la destitution de Dilma Rousseff devient nécessaire. Qu'est-ce que c'est la destitution de Dilma Rousseff? C'est un coup d'État parlementaire. C'est un coup d'État contre le pouvoir exécutif par le Parlement. Pourquoi a-t-elle été destituée? Effectivement, pour une pratique illégale. Pas du tout le fait de s'être mis de l'argent dans la poche, mais pour avoir, en gros, déplacé des dépenses publiques qui avaient été effectuées une année sur le budget de l'année suivante, précisément parce qu'on est dans un contexte de crise économique. Pratique que tous les présidents qui avaient précédé Dilma avaient également fait. Et donc, à un moment donné, on se saisit de cela pour évincer Dilma du pouvoir. Et là, évidemment, destitution, c'est son vice-président qui venait du centre droit qui prend le pouvoir, qui est lui-même mouillé ensuite dans Lava Jato. Donc on a une sorte de décomposition du politique progressive. Hein, je ne rentre pas trop dans le détail, sinon je ne vais jamais finir. On a une décomposition progressive
du politique. L'un des grands leaders du centre-droit qui s'appelle Gerardo Alckmin, qui est le vice de Lula, là, en 2022, le vice, enfin, c'est un système de tickets, les élections, hein. Celui qui est le vice-président de Lula dans les élections de 2022, c'est ce Alckmin, là, parce que Lula a construit un front extrêmement large contre Bolsonaro, mais Alckmin lui-même est mouillé dans un scandale de corruption et donc n'obtient que 4, je ne sais plus combien, 67% des suffrages à l'élection de 2018. Et donc, au fond, là, Bolsonaro apparaît finalement comme l'outsider. Cette figure classique, hein, de la politique en Amérique latine depuis la fin des années 90. On a une crise profonde des élites politiques traditionnelles et on voit, j'allais dire, émerger quelqu'un de nulle part. Au Salvador, c'était un présentateur télé. Ça peut être un peu n'importe quoi, avec cette idée qu'il faut régénérer le politique. Donc, première interprétation, Bolsonaro est le produit de cette décomposition politique qui a commencé en 2013 et qui a beaucoup à voir, j'insiste, avec le retournement de conjoncture économique lié en 2012-2013. Deuxième élément de réflexion, et là donc je recule un petit peu dans le temps, et j'essaie de comprendre les choses maintenant par rapport à la manière dont fonctionne le système politique brésilien. La corruption est une donnée intrinsèque du politique au Brésil depuis cette constitution qui est la constitution démocratique qui a été adoptée après la dictature des années 64-85. Je vais venir aussi à la dictature, hein, là vous avez, je recule, hein, vous avez compris. Cette constitution, dans une certaine mesure, était une constitution très progressiste à l'échelle de ce qui existait à la fin des années 80 en Amérique latine, notamment parce qu'elle reconnaissait, pour la première fois, 3 ans avant la constitution colombienne d'ailleurs, toute une série, c'est la première constitution multiculturelle, pour le dire autrement, c'est-à-dire qu'elle reconnaissait toute une série de prérogatives, notamment aux communautés indiennes. C'était une reconnaissance de la propriété collective de leurs terres, une garantie constitutionnelle du respect de leurs terres, etc., etc. Donc c'est une constitution qui a été beaucoup montrée en exemple, qui, du point de vue de l'élection du président de la République, fonctionnait à peu près, je dirais, comme ce qu'on connaît en France, c'est-à-dire un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, hein, c'est à peu près la même chose qu'en France, mais qui, du point de vue du pouvoir législatif, a introduit, je dirais, une proportionnelle intégrale qui empêche toute formation politique, même si elle semble ultra-dominante de l'extérieur, d'obtenir la moindre majorité. Je vous donne un chiffre qui est très parlant. Il y a 513 députés à la Chambre brésilienne. À l'époque de son âge d'or, c'est-à-dire le moment où le Parti des travailleurs a eu le plus de députés à la Chambre, il en avait 120. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est encore plus compliqué que pour Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est encore plus compliqué. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour passer une loi, il faut aller négocier. Il faut aller trouver des alliés. À la nuance près qu'aujourd'hui, quand j'avais pas du tout prévu de parler de la France, à la nuance près qu'aujourd'hui, quand Macron veut faire passer une loi, il va discuter un coup avec les Républicains, un coup avec la NUPES, un coup avec le RN. Enfin, je sais pas comment ils font d'ailleurs, mais enfin, j'imagine que ça se passe comme ça. À part qu'au Brésil, on discute beaucoup moins avec les formations politiques en tant que telles qu'avec des lobbies. Parce que, par exemple, alors, ce qu'on appelle parfois les bancadas, la bancada evangelica, le lobby des évangéliques, donc, qui peuvent appartenir à des partis extrêmement différents, mais qui, à un moment donné, vont peut-être être capables de voter en bloc pour telle ou telle loi, mais surtout, on va négocier avec les individus. C'est-à-dire qu'on va négocier avec les individus, un par un, et en gros, l'État fédéral va voir le député de je ne sais où dans le Ceará, dans le nord-est, lui dit, bon, il faut que tu votes cette loi, ok, contre quoi? Alors, le contre quoi n'est pas forcément une enveloppe dans ta poche. Le contre quoi, ça peut être le viaduc que tu me demandes depuis je ne sais pas combien de temps, je vais te le cofinancer à hauteur de 50%, mais ça passe aussi beaucoup par un certain nombre d'avantages comme cela. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne peut y avoir au Brésil
de prise de décision législative un peu pérenne ou de politique, de projet politique qu'on essaie de mener à bien sans ce type de pratique. Et donc le PT, qui a exercé 14 ans le pouvoir, est évidemment tombé dans ce genre de pratique, comme évidemment Bolsonaro est tombé dans ce genre de pratique dans les 4 ans qui viennent de s'écouler. Mais dans une certaine mesure, la déliquescence du politique, la perte de confiance de nombreux Brésiliens en leurs élites politiques, l'idée qu'ils sont tous pourris, en vérité, alors totalement cristallisée pendant le scandale Lava Jato, a une raison structurelle, qui est celle, évidemment, de la Constitution de 1988, qui, en quelque sorte, paralyse complètement le système. Et donc là, il faut imaginer un Lula gagnant le 30 octobre et qui va aller négocier avec le Parlement que je vous ai montré tout à l'heure, où le PT n'est même pas la première formation et où, sur chaque loi, il va falloir aller discuter. Donc là, il y a quelque chose de la paralysie politique qui est clairement, donc une crise politique profonde, qui est clairement un élément d'explication du surgissement de Bolsonaro dans le paysage politique. Autre élément, évidemment, et là je recule encore un peu plus dans le passé, autre élément évidemment, c'est que ce n'est pas un hasard si Jair Bolsonaro est un militaire. Il ne faut jamais oublier qu'au Brésil, comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, s'est noué un lien particulier entre la caste militaire, les forces armées, et le politique. Il ne faut pas oublier que le Brésil, donc, lorsqu'il devient indépendant en 1822, devient un empire, au contraire de tous les pays d'Amérique, des autres pays d'Amérique latine qui deviennent des républiques, et qu'en 1889, lorsque la République est proclamée au Brésil, elle est proclamée par des officiers. Ce sont des officiers qui accouchent, en quelque sorte, de la forme contemporaine du politique au Brésil. Je pourrais m'arrêter sur de nombreux autres épisodes, mais évidemment, l'autre élément important, c'est cette dictature entre 1964 et 1985, cette dictature militaire, avec laquelle la société brésilienne, et pas seulement Jair Bolsonaro, entretient toujours un rapport complexe. Alors, premièrement, Bolsonaro n'a jamais caché, et ça dès la campagne de 2018 et toujours maintenant, sa nostalgie de cette période où le politique avait les moyens de lutter efficacement contre les ennemis de la nation. Je le cite, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à l'époque, les ennemis de la nation étaient clairement identifiés, c'était les marxistes de tout poil, en quelque sorte, et à un moment donné, il paraissait entièrement légitime d'éliminer ceux qui étaient en train de saper les fondements du Brésil moderne. Par ailleurs, la nostalgie de Bolsonaro s'appuie aussi sur toute une série de réalisations économiques de la dictature, où, par exemple, la dictature est à l'origine du percement de la route transamazonienne, qui a été un élément décisif dans la surexploitation contemporaine de l'Amazonie. Mais en tout cas, il y a cette idée chez Bolsonaro que, en quelque sorte, il y eut entre 64 et 85 une sorte d'âge d'or que le retour à la démocratie, en vérité, a gâché en quelque sorte. Au-delà de ça, parfois on a des représentations très caricaturales de ces dictatures, de ces régimes de sécurité nationale en Amérique latine, que ce soit au Brésil, au Chili ou ailleurs. Parfois on se dit, bon voilà, ces salauds de militaires ont posé une chape de plomb sur une société qui n'en voulait pas. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on le sait. Il y a eu, au Chili, en Argentine, mais aussi au Brésil, des formes de consentement de la société à l'intervention des militaires face à ce qui apparaissait à l'époque, dans les représentations du politique qu'on pouvait avoir, comme le risque d'une soviétisation du Brésil ou du Chili ou de l'Argentine. Et ça a joué à plein au Brésil. Et alors on a des enquêtes d'opinion qui valent ce qui valent, mais qui montrent aujourd'hui qu'on aurait entre 25 et 30% de Brésiliens qui effectivement considéreraient
la dictature des années 64-85 comme un âge d'or. Bon. Et puis, il y a un autre élément quand même qui est décisif et puis qui me permet de faire le lien aussi avec la crise des années 2010, c'est que les crimes de cette dictature n'ont jamais été jugés. Je crois qu'il y a aujourd'hui en Amérique latine, permettez-moi de sortir un tout petit peu du cas du Brésil, je crois qu'il y a deux types de pays qui ont connu des dictatures et qui ont géré les choses de manière très différente. Il y a un pays comme l'Argentine qui a jugé les coupables, les responsables intellectuels de la dictature dès le milieu des années 1980, mais surtout après qui est allé juger tous les bourreaux, ceux qui avaient torturé, les militaires de 20 ans qui torturaient dans les casernes, dans toutes les années 2000 et au début des années 2010. Et dans une certaine mesure, la démocratie argentine a rendu la justice. Et rendre la justice dans une démocratie, c'est quand même dire à un moment donné ce qui a été dans le cadre de la loi, ce qui n'a pas été. C'est peut-être pas dire le bien et le mal, hein, mais en tout cas, c'est une manière de nommer les choses et de renvoyer la dictature à ce qu'elle a été, c'est-à-dire une expérience radicalement incompatible avec, je dirais, les normes démocratiques, les normes démocratiques et même les normes, je dirais, il n'y a pas de mot en français du convivir, quoi, convivir en espagnol, du vivre ensemble, en quelque sorte. Au Brésil, non seulement il n'y a eu aucun procès, mais cette question a ressurgi très fortement au début des années 2010. Pourquoi ? Parce qu'en 2011, et je l'avais mis tout à l'heure sur un de mes slides, en 2011, Dilma Rousseff décide de lancer une commission nationale de la vérité. L'enjeu, ce n'est pas de juger. L'enjeu, ce n'est pas de juger les militaires coupables des crimes pendant la dictature, mais l'enjeu, c'est de dire la vérité, de recenser tous les cas de meurtre, de disparition, de torture, etc. Et cette commission nationale de la vérité, elle a travaillé pendant 3 ans, et en 2014, elle a rendu un rapport que vous pouvez aller voir sur Internet ce soir en rentrant, qui est absolument spectaculaire, qui énumère toute une série de violations des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant la dictature. Et ça, c'est quelque chose, alors, à la fois qui a beaucoup inquiété la caste militaire, les forces armées brésiliennes, puisque au fond, c'était quand même le premier pas possible vers la mise en place de procédures judiciaires, et c'est quelque chose contre lequel Bolsonaro s'est toujours prononcé de manière radicale, au point d'ailleurs que tous ceux qui avaient porté la Commission nationale de vérité, lorsque Bolsonaro a été élu, ont bien fait en sorte de sécuriser les archives qu'ils avaient réunies, de sécuriser le site internet à l'extérieur du Brésil pour éviter que tout ce travail disparaisse. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Bolsonaro, c'est aussi, dans une certaine mesure, le produit d'une certaine relation de la société brésilienne, mais qu'on peut aussi extrapoler à d'autres sociétés latino-américaines, à des forces armées que très souvent on se représente comme finalement celles qui ont fait naître la modernité politique. Ce n'est pas le cas en France. En France, notre modernité politique, dans les représentations qu'on peut en avoir, c'est quoi? C'est la Révolution française. La Révolution française, c'est une geste civile. D'accord? C'est une geste civile. Par contre, au Venezuela, Bolivar, c'était arme à la main. Au Brésil, les officiers qui proclament la République, c'est les officiers. Voilà. Et là, donc, ça explique aussi de quoi Bolsonaro, en quelque sorte, est le produit également. C'est un des facteurs qui semble extrêmement important. Et ça explique aussi une chose, que j'aurais pu dire d'ailleurs d'emblée. C'est quand même l'alliance objective qu'on a eue entre l'armée et Bolsonaro depuis 2018. Je commençais tout à l'heure en faisant le bilan de Bolsonaro et en vous disant qu'il y a eu des atteintes à la vie démocratique, etc. Un des éléments les plus spectaculaires, c'est la militarisation de l'État. Il y a 6000 postes de fonctionnaires à tous les niveaux qui sont désormais occupés par des militaires et qui ne l'étaient pas auparavant. Et par ailleurs, Bolsonaro a, en dehors de ses discours nostalgiques, etc., a très clairement, je dirais, dit l'importance politique que les forces armées avaient pour lui, par exemple en augmentant, en distribuant des caisses de Viagra gratuites dans les casernes, je cite, hein, excusez-moi, mais surtout en augmentant les salaires, etc. etc. Et d'ailleurs aujourd'hui, hein, une des grandes inconnues, c'est si Bolsonaro était battu, ne reconnaissait pas les résultats des élections, que ferait l'armée?
Ça veut pas dire, c'est pas du tout évident. Il y a une grande spécialiste en France de ces questions-là qui s'appelle Maud Chirio, et c'est pas du tout évident, je crois, et elle parle beaucoup de ces questions-là. C'est pas du tout évident que l'armée soutiendrait Bolsonaro dans une tentative de putsch s'il était battu. Mais c'est peut-être quand même une éventualité. Aujourd'hui, on a du mal à y voir clair sur ces questions-là. Mais en tout cas, voilà, Bolsonaro, c'est aussi le produit de cela à une autre échelle chronologique. Et puis, Bolsonaro, il est même le produit de quelque chose, je dirais, d'encore plus lointain. Et sans doute que là, vous ne connaissez pas trop si vous n'êtes pas des spécialistes de l'histoire brésilienne. C'est que Bolsonaro, bon, on peut objectivement le classer à l'extrême droite, hein, sur un panorama politique. Et Bolsonaro est, dans une certaine mesure, le dépositaire d'une expérience politique unique en Amérique latine qui a eu lieu dans les années 1930. Et d'ailleurs, j'aurais pu écrire le nom de cette formation politique qui s'appelait Action intégraliste brésilienne. Donc c'est une formation politique qui est née en 1932 au Brésil et que tous les historiens considèrent comme la seule formation politique fasciste d'Amérique latine. Il y a eu plein de petits partis pro-Hitler, pro-Mussolini dans tous les pays d'Amérique latine dans les années 30. Ce n'est pas une surprise. Mais ce sont toujours restés des micro-partis. Des témoignages, en quelque sorte. L'action intégraliste brésilienne a profondément marqué la vie politique brésilienne dans les années 30 et est devenue un parti de masse. Hein, il y a un livre, je sais qu'il y a des étudiants dans la salle, il y a le livre fameux de Elgio Trindade, hein, La tentation fasciste au Brésil, qui montre comment c'est devenu un véritable mouvement de masse. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui a attiré beaucoup de jeunes de cette génération-là, des jeunes qui avaient 20 ou 25 ans dans les années 1930, y compris d'ailleurs des figures qui ont marqué l'histoire du Brésil ensuite, plutôt vers la gauche. Quelqu'un comme Helder Camara, une des grandes figures de la théologie de la libération brésilienne, a fait ses classes politiques dans l'action intégraliste brésilienne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a au Brésil cette histoire d'une extrême droite profondément enracinée, presque depuis un siècle, et une histoire, je dirais, qui s'est aussi transmise jusqu'à Bolsonaro. Bolsonaro, jusqu'il y a une date récente, jusqu'il y a quelques mois, avait un grand mentor intellectuel qui s'appelait Olavo de Carvalho, et qui était un intellectuel très clairement d'extrême droite, qui continuait à appliquer aux années 2000, 2020, aux années 2020, une sorte d'imaginaire issu de la guerre froide, en quelque sorte, et qui fait partie de ces ponts intellectuels entre la génération, je dirais, voilà, action intégraliste, extrême droite, fascisme à la brésilienne, en quelque sorte, et le temps présent. Vous allez me dire, oh, c'est pas très convaincant ce que vous dites, c'est un peu lointain. Ben, pour vous en convaincre, le slogan de l'action intégraliste brésilienne, c'était Dieu, famille, patrie. D'accord ? Et ce sont exactement les termes que l'on retrouve de manière récurrente dans le discours bolsonariste aujourd'hui. Donc vous voyez que là, ce sont des strates historiques, en quelque sorte, qui se superposent et qui nous permettent de comprendre pourquoi le bolsonarisme s'est enraciné. Ça ne veut pas dire que le bolsonarisme va être hégémonique dans les 50 ans qui viennent. Mais simplement, ce n'est pas une parenthèse. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Bon. Là-dessus vient se greffer un autre élément sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps, parce que je pense que c'est la grande clé d'explication. Je pense à titre personnel que c'est la clé d'explication, qui est la question religieuse. Et je regarde l'heure pour ne pas... Il s'est passé au Brésil, comme dans toute l'Amérique latine, mais plus spécialement au Brésil, une grande rupture historique à partir des années 1950-1960. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 90% de la population brésilienne est catholique. Les 10% qui restent, c'est des communautés juives qui sont arrivées à la fin du 19e, chassées par les pogroms en Russie et qui se sont installés dans le sud, notamment dans l'état de São Paulo. C'est des musulmans syro-libanais qui sont arrivés dans les années 20-30 au moment de la désintégration de l'Empire ottoman. C'est des protestants d'origine germanique qui sont dans les États du sud du Brésil. Enfin, globalement, le Brésil, c'est le pays d'un monopole catholique. D'accord ?
Alors aujourd'hui, on n'a pas de chiffres complètement fiables, puisque malheureusement, le dernier recensement brésilien, c'est celui de 2010, et que le recensement de 2020 qui était prévu n'a pas eu lieu. Mais on a des estimations très fortes. Il est certain que le catholicisme n'est plus majoritaire au Brésil aujourd'hui. Moins de 50% de la population brésilienne est catholique. Dans le regard d'un historien, c'est une rupture majeure. 4 siècles et demi de colonisation, évangélisation forcée, etc., tout ce que vous voulez, mais 4 siècles et demi de catholicisme hégémonique, et en l'espace de 50 ans, hop, cette religion devient hyper minoritaire. Et que s'est-il passé? Contrairement à l'Uruguay, où le catholicisme décline, mais décline parce que les gens, en fait, deviennent non-croyants, athées, agnostiques, etc., deviennent non-croyants, au Brésil, ça a été un transfert d'affiliation vers les églises évangéliques, qu'on appelle communément évangéliques. La nébuleuse protestante. Mais ce n'est pas des luthériens ou des calvinistes. Ce n'est pas le protestantisme de la Réforme. Ce ne sont pas non plus... Alors, ce sont un peu, et ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, ce sont un peu des églises, disons, qui sont des filiales d'églises nord-américaines qui s'étaient développées à la fin du 19e siècle et qui ont progressivement essaimé en Amérique latine. Églises adventistes du 7e jour, baptistes, presbytériens. Mais fondamentalement, ce dont il s'agit aujourd'hui, la croissance exponentielle des églises évangéliques aujourd'hui, elle est assurée par ce qu'on appelle les églises pentecôtistes. 2 exemples, très connus au Brésil. L'Assemblée de Dieu, d'accord. Or, on ne sait pas trop le nombre de fidèles qu'ils ont, mais 8-9 millions, c'est sûr. Autre exemple, l'Église universelle du Royaume de Dieu, que j'évoquais tout à l'heure en parlant du groupe Record, créée en 1977. Formation récente, créée à São Paulo par un gars qui monte sur son estrade et qui commence à prêcher dans la rue. Aujourd'hui présente dans 150 pays. C'est une multinationale de la foi, en quelque sorte, à la tête d'un empire médiatique absolument monstrueux au Brésil, et donc pesant très lourdement dans le paysage social, en quelque sorte. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une clé là-dedans ? Et là, ça mériterait, je le dis aux organisateurs de l'Unipop, une conférence à part entière, le changement religieux. Pourquoi c'est essentiel ? Alors, d'abord parce que ce sont des clientèles politiques. Et ça, on le sait depuis longtemps. Et Lula le sait très bien. Parce qu'en 2002, Lula arrive au 2e tour. Les sondages sont très très serrés pour savoir qui va gagner. Et l'une des stratégies de Lula, dans l'entre-deux tours, c'est d'aller discuter avec un certain nombre des pasteurs à la tête de ces églises pour s'attirer leur faveur. Et on estime que ça a joué un rôle tout à fait important. Ça explique aussi que, d'ailleurs, l'une des ministres de Lula, Marina Silva, ministre de l'écologie, enfin, je ne sais plus exactement comment s'appelait le ministère, mais bon, c'était ça, a été choisie sans doute pour sa sensibilité à ces questions et un certain nombre de compétences, mais surtout parce qu'elle était nationalement connue comme une fidèle de l'Assemblée de Dieu, par exemple. Donc ce sont des clientèles politiques qui, et là on l'a très bien vu dans les 3 jours qui ont précédé l'élection, qui à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'effet messe du dimanche. Vous avez des pasteurs qui arrivent dans des salles qui font 10 fois celle-là, où il y a 3000 personnes, des anciens cinémas, d'immenses salles, le temple de Salomon à São Paulo, qui est le nouvel édifice religieux de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et à un moment donné, le pasteur leur dit, non, vous allez voter ça. Alors il leur dit pas ça comme ça, évidemment. Ils font des prières pour la victoire de Bolsonaro. Ils expliquent que Lula, c'est le démon, etc., etc. Mais voilà, ce sont de véritables clientèles politiques. Ce qui veut dire d'ailleurs une chose, c'est que sur le principe, d'ailleurs, ça altère un peu la fiction démocratique. La fiction démocratique, c'est que vous, à un moment donné, vous êtes seul dans un isoloir et vous votez en votre âme et conscience, selon peut-être vos intérêts, selon votre sympathie pour les candidats, etc. Mais vous votez individuellement. Alors que là, à un moment donné, on a du vote en quelque sorte grégaire. Et ça marche d'autant plus en Amérique latine qu'on a des sociétés qui fonctionnent historiquement sur un mode clientéliste. Bon. Vous allez me dire, oui, d'accord, bon, c'est gentil ce que vous me dites, mais elle pourrait très bien voter pour Lula. Oui. À la nuance près que, alors d'abord, toute la campagne de Bolsonaro a été faite, une des nouvelles fake news qu'il a utilisées, parce qu'en 2018, la grande fake news, c'était le kit gay. C'est que si Haddad gagne, en gros, il va distribuer dans toutes les écoles du Brésil le kit gay pour que tous nos enfants deviennent homosexuels.
La vérité, je vous jure que c'était ça. Je vous jure que c'était ça. Bon. Là, il y a eu deux gros messages qui sont passés. Enfin, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu deux gros messages. C'est si Lula passe, fermeture des églises. Et d'autre part, si Lula passe, avortement. Loi sur l'avortement. Bon. Et donc, on sait que la mobilisation d'un certain nombre de ces acteurs religieux a été très forte dans les jours qui ont précédé l'élection. Ce qui explique d'ailleurs, sans doute, l'erreur des sondages. Mais au-delà de cela, ce sur quoi je vais insister, c'est la conformité qu'il y a entre, je dirais, ce que porte politiquement Bolsonaro et la vision du monde qui est portée par ces églises. J'ai une collègue, dont je peux citer le nom d'ailleurs, qui s'appelle Camille Guaran, qui est spécialiste de sciences politiques, qui rentre tout juste d'une grosse enquête dans les favelas bolsonaristes. Elle est allée dans les quartiers très pauvres, qui votaient Bolsonaro, elle était parler aux gens. Pourquoi vous votez Bolsonaro? Bon. Et au fond, ce qu'elle en ressort, c'est qu'il y a plein de raisons différentes de voter Bolsonaro. Il y a plein de raisons différentes. Elle a d'ailleurs fait aussi son enquête après parmi des élites financières qui votaient Bolsonaro. Donc chacun peut avoir moi j'aime pas Lula, j'aime pas le PT. Ça. Mais par contre, il y a un plus petit dénominateur commun de tous ces électeurs. Et ce plus petit dénominateur, c'est en gros la famille traditionnelle contre tous ceux qui essaient de la miner, de la transformer, et donc les homosexuels, les transsexuels. Vous voyez bien le discours qu'il y a. 1, la famille. 2, la religion. 3, l'ordre. L'ordre et la sécurité face à la violence et à l'indélinquance. Ce sont les 3 éléments, disons, qui sont communs à tous les électeurs du bolsonarisme et qui sont des éléments qui sont absolument ancrés dans le discours porté par les pasteurs évangéliques. Surtout, je dirais, dans un pays où l'Église catholique, elle, je ne vous dis pas qu'elle est ultra progressiste, l'Église catholique brésilienne, mais en tout cas est dépositaire d'une certaine histoire progressiste, bien plus progressiste par exemple que l'Église chilienne. On sait qu'une partie importante de l'Église catholique, par exemple, a participé à la résistance contre la dictature militaire entre 1964 et 1985. Et là, si vous voulez, il y a un contre-pied qui est pris par les églises évangéliques et plus spécialement par les pentecôtistes, qui sont par ailleurs porteurs d'un discours qui fonctionne extrêmement bien vis-à-vis, je dirais, de tous ceux qui sont exclus du système économique et social. Et ils sont très nombreux au Brésil. Je vous rappelle que c'est un pays ultra inégalitaire. Et c'est ce que j'ai appelé la théologie de la... Enfin, c'est ce qu'on appelle, c'est pas moi, c'est ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. L'idée, c'est vous êtes au chômage, vous êtes pauvre, vous vivez dans une favela pourrie, vous mettez 3h30 à aller à votre boulot de domestique dans le centre de São Paulo, votre mari est alcoolique, etc., etc. Mais c'est parce que vous croyez mal. Alors c'est notamment parce que vous croyez mal parce que vous êtes catholique, éventuellement. Parce que tout le discours, c'est le catholicisme est trop permissif. Parce que finalement, le catholicisme, c'est une religion assez cool. Vous péchez, vous vous confessez, vous effectuez la pénitence, c'est l'absolution et c'est reparti pour le paradis quand même. C'est ça le catholicisme. Il y a tout un discours, je résume à grands traits, je vous l'accorde. Il y a tout un discours ultra rigoriste sur le fait que tu vas te convertir à mon église et ta vie va se transformer de manière radicale. Et notamment, c'est toute une théorie de l'inversion. Ta femme t'a quitté, c'est parce que tu crois mal, tu reviens, tu te convertis, ta femme va revenir. Et l'un des éléments très forts, c'est effectivement la matrice économique. C'est-à-dire que tu te convertis et c'est ce qui va te permettre de rompre avec la spirale de l'exclusion socio-économique. Historiquement, ces églises-là se sont développées auprès des populations les plus marginales socialement. Maintenant, c'est un petit peu différent. Depuis les années 2000, il y a un ancrage très fort aussi de ces églises dans les classes moyennes et aussi parfois parmi les élites. Mais là, on touche un élément extrêmement important. Ces églises sont porteuses d'une vision du monde qui est très différente de celle qui pouvait exister auparavant quand le catholicisme était
majoritaire, et qui, aujourd'hui, à la fois se trouve dans une sorte de même mouvement que ce que défend Bolsonaro, et en même temps, voilà, semble offrir aux individus des solutions à l'exclusion dans laquelle ils se trouvent. Donc là, on touche un élément, je pense, central, qui explique aussi à la fois les relais sociaux que trouve assez naturellement Bolsonaro dans le contexte contemporain, mais aussi une certaine transformation de la vision du monde, en quelque sorte. Juste petite parenthèse. Je disais avortement. C'est une des grandes questions, une des grandes questions qui traverse la société brésilienne. Il y a 2,5 millions à 3 millions d'avortements chaque année au Brésil. Tous clandestins, puisque c'est interdit. Bon. Quand vous appartenez aux élites, vous avez toujours l'adresse dans une clinique d'un médecin qui fait ça dans de bonnes conditions, discrètement et illégalement. Ça, c'est pour les élites. Sinon, c'est l'avortement à l'ancienne, avec tout ce que ça veut dire en termes de santé publique. C'est un véritable problème de santé publique. Dilma Rousseff avait dit, quand elle était présidente, qu'elle était intellectuellement pour l'avortement, mais c'est une loi dont on peut penser qu'elle ne passera jamais au Brésil tant qu'on aura un Parlement à la fois aussi morcelé, et surtout des églises évangéliques qui sont aujourd'hui de plus en plus puissantes et qui, de ce point de vue-là d'ailleurs, s'allient très clairement avec l'Église catholique. Cette question de l'avortement au Brésil, on peut presque rentrer dans la société brésilienne au travers de cette question, parce qu'elle montre toute une série de contradictions, d'impasses politiques, etc., etc. Bon. Donc voilà une série d'éléments qui fondent, je dirais, qui expliquent, qui contribuent à comprendre l'enracinement du bolsonarisme dans la société brésilienne. Il me reste combien de temps? 10 minutes, c'est ça? C'est très bien. Alors maintenant, en quelque sorte, que va-t-il se passer? Je ne vais pas faire de la politique fiction, mais je vais essayer d'identifier des enjeux essentiels. Bon, d'abord, premièrement, ce qui ressort du 2 octobre, c'est une polarisation politique qui est absolument incroyable, puisque les deux premiers candidats, enfin les deux candidats arrivés en tête, représentent 91,3% des suffrages exprimés. Y a-t-il des exemples d'élections, de premier tour électoral dans des systèmes démocratiques aujourd'hui, de premiers tours électoraux, dans les systèmes démocratiques aujourd'hui qui ont conduit à une telle polarisation? J'en suis pas du tout convaincu. Et donc, quel que soit le résultat du vote du 30 septembre, cette polarisation, elle est installée au Brésil. On peut légitimement penser que si Bolsonaro gagne, le front qu'a construit Lula entre le Parti des travailleurs, une partie du centre droit, des partis d'ailleurs très, très à gauche également, va essayer de se maintenir pour lutter contre un second mandat Bolsonaro. Et donc là, on a un schéma de conflictualité politique, alors qui s'exprime par le discours. Ceux qui ont vu le dernier débat avant le premier tour de la présidentielle ont vu quand même le niveau, Bolsonaro qui arrive, qui insulte Lula, qui vraiment c'est de l'insulte, voilà. Et Lula qui d'ailleurs répond à peu près sur le même mode, peu ou prou, sans défendre son programme, et on se dit bon voilà. Et puis quand même cette campagne, cette polarisation politique, c'est pas seulement du discours. La campagne a été marquée par de très nombreux, j'allais dire accidents, mais c'est bien au-delà des accidents, par des meurtres à l'échelle locale. Un partisan de Lula et un partisan de Bolsonaro qui se rencontrent dans un bar, ils commencent à se parler, ils sortent les armes et ils se tuent. Il y a aujourd'hui un climat de polarisation et de violence politique que le résultat du 30 octobre, quoi qu'il en soit, ne va pas résoudre, et qui, à mon avis, est une donnée importante pour les années qui viennent. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, si Lula gagne, que pouvons-nous espérer? Alors, il va être confronté à une conjoncture économique très mauvaise. On a des prévisions économiques pour le Brésil en 2023 qui nous disent croissance de 2,5%. Vous allez me dire, c'est pas mal à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, mais le Brésil des grandes années, dans les années 2000, c'était une croissance entre 8 et 10. Donc ça sera un contexte économique radicalement différent. Et puis surtout, il aura cette puissance
du clan, du réseau Bolsonaro, à la Chambre des députés, au Sénat et à la tête de toute une série d'États, très probablement. Là, pour les gouverneurs, on ne sait pas trop. Il y a 12 États où ça va se jouer au deuxième tour. Il y a des bolsonaristes qui peuvent manifestement gagner. Mais voilà. Sa capacité aujourd'hui à faire passer un certain nombre de réformes est extrêmement limitée lorsque il faut négocier avec chaque individu à l'Assemblée. Donc la légende Lula des années 2000, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. Hein. Au fond, il y avait une sorte de sacralisation des 2 mandats de Lula. D'ailleurs, ne correspondant pas complètement à la réalité, parce que Lula n'a pas été un très grand défenseur de la forêt amazonienne. Sous Lula, on a beaucoup déforesté pour développer le soja, qui, à l'époque, rapportait énormément d'argent au Brésil. Donc déjà, il faudrait s'interroger sur ce loulisme béat, en quelque sorte, qu'on trouve parfois chez les observateurs étrangers, mais aussi chez toute une série d'électeurs brésiliens proches du Parti des travailleurs. Certes, il y a eu des acquis sociaux majeurs entre 2003 et 2010, notamment les 30 millions Bolsa Familia qui a permis, enfin la redistribution qui a permis à 30 millions, je le disais tout à l'heure, de Brésiliens de sortir de la pauvreté, mais aussi énormément de gens d'impasse politique. Donc voilà, si Lula gagne, il y a une forme de paralysie. Si Bolsonaro gagne, c'est la poursuite d'une dynamique très, très conflictuelle, d'une dynamique aussi très mortifère, notamment vis-à-vis des questions climatiques et environnementales, dont il n'est pas la peine que je vous rappelle l'importance. Je pense qu'aujourd'hui, au fond, voilà, il y a un consensus qui est construit sur l'urgence d'agir, et très, très, très clairement, Bolsonaro, de ce point de vue-là, est dans le négationnisme scientifique. D'ailleurs, j'aurais dû le dire avant, excusez-moi, parenthèse, ce négationnisme scientifique qui est tout à fait conforme avec les discours que portent les églises évangéliques. Sur la pandémie, c'était très clair. Les pasteurs disaient, moi j'ai vu plein de vidéos là-dessus, et vous pouvez les voir sur Internet, les pasteurs disaient, eh oui, bien sûr, tu as perdu ton frère, ton cousin, etc. Mais c'est la volonté de la Providence. C'est la volonté de la Providence, et nous ne pouvons rien faire contre la Providence. Et donc de ce point de vue-là, hein, ce négationnisme médical pendant la pandémie était tout à fait conforme à la manière dont les pasteurs évangéliques pouvaient voir le monde. Mais il y a aussi un négationnisme scientifique chez Bolsonaro qui, du point de vue environnemental, est tout à fait inquiétant, disons. Bon. Donc ça, c'est si Lula gagne. Voilà. Dernier élément, si Lula gagne, donc Bolsonaro quittera-t-il le pouvoir ? Et la grande gesticulation du 7 septembre avec ses partisans armés dans la rue était quand même très inquiétante. Et il y a un certain nombre de politistes, de spécialistes, d'observateurs qui n'excluent pas le scénario d'une tentative d'assaut du Capitole à la brésilienne. Surtout quand on a quand même un précédent. Au fond, moi, j'y croyais pas, la possibilité d'un assaut du Capitole aux États-Unis. Et puis en fait, ça a quand même eu lieu et ça a été commandité par Trump. Maintenant, on le sait. Pourquoi pas au Brésil? Donc là, quand même, il y a toute une série d'éléments de tension. Bon. Et donc, si Bolsonaro gagne, évidemment, ça sera la poursuite de la logique mortifère. Bon. Maintenant, c'est quoi les vrais enjeux pour le Brésil? Au-delà de cette polarisation politique, quels sont les vrais enjeux selon moi? Moi, j'en vois 3. Et je voudrais terminer là-dessus. Ça nous permet un peu de prendre un peu de recul par rapport à la conjoncture politique. Le premier, c'est effectivement, d'une manière ou d'une autre, de créer les conditions de gouvernance plus durable et plus pérenne. Autrement dit, quand une majorité s'exprime au travers des urnes pour un président de la République, il faut sans doute qu'il puisse être appuyé par une majorité au Parlement. Autrement dit, il y a une urgence de réforme constitutionnelle. À la nuance près que cette réforme constitutionnelle suppose de bâtir des consensus dans les chambres des représentants et que la Constitution elle-même empêche de bâtir ces consensus. Je parlais de ça avec des spécialistes, des constitutionnalistes, si vous voulez, la semaine dernière. Ils me disaient, mais quand on regarde la Constitution brésilienne, en fait, elle est non réformable. Elle est non réformable puisqu'elle a créé les conditions de sa propre non-réforme, en quelque sorte. Et que finalement, il n'y a qu'un
accident violent de l'histoire, disons, qui permettra à un moment donné de nommer une nouvelle assemblée constituante et de faire une nouvelle constitution. Et là, il y a un point absolument essentiel, puisque c'est à la fois la difficulté de gouverner à peu près sereinement avec une majorité, mais c'est aussi tout l'enjeu de la corruption dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon. Le deuxième élément qui me paraît décisif, c'est dans l'un des pays, je le rappelle, les plus inégalitaires du monde, là où les écarts de revenus, les écarts de ressources sont les plus grands dans le monde, hein, c'est les images classiques, j'aurais pu les mettre, hein, de ces quartiers ultra riches de São Paulo, Morumbi, etc., qui jouxtent des favelas absolument misérables. Ces inégalités, ce n'est pas seulement des chiffres abstraits, c'est des choses que l'on voit parfois, qu'on voit même toujours dans l'espace public. Le véritable enjeu, c'est de créer des conditions de réduction de ces inégalités. Bon. Le premier moyen, c'est effectivement, d'un point de vue économique, de sortir de ce qu'on appelle le modèle rentier. Le modèle rentier, c'est j'ai des matières premières, je les exporte, ça roule super bien parce que le cours du soja ou le cours du cuivre pour le Chili, hein, ou le cours du pétrole est très élevé, donc tout va bien. J'ai la volonté politique de lutter contre les inégalités, donc je redistribue, tout va bien. Tout s'effondre, j'arrête net, il n'y a pas de politique sociale pérenne. Et donc, à un moment donné, rompre avec cette logique d'abord rentière qui s'est renforcée sous Lula dans les années 2000. Hein, il faut toujours le rappeler, ce qu'on appelle la reprimarisation du Brésil. Dans les années 2000, le secteur industriel a décliné, le secteur tertiaire a décliné, et c'est le secteur primaire, agricole, minier, qui s'est développé, parce qu'effectivement, c'est celui qui rapportait le plus. Donc là, il y a un enjeu, mais qui est en fait un très vieil enjeu, s'il y a des historiens parmi vous, qui est un très vieil enjeu de l'histoire économique de l'Amérique latine. C'est-à-dire que dans les années 30, tous ceux qui avaient observé les dégâts de la crise de 1929, c'était ça qui s'était passé. Hein, effondrement brutal de tous les cours de matières premières internationaux, effondrement de toutes les économies. Le Brésil y vivait de son café à l'époque. Hein, les 2/3 de ses exportations, c'était du café. Du jour au lendemain, le Brésil, mais c'était tous les pays, était ruiné. Et là, on s'était interrogé. Et là, on avait essayé de créer de l'industrie. Et là, le Brésil n'avait pas été le dernier pays à le faire. Le Brésil, sous Getúlio Vargas notamment, n'avait pas été le dernier pays à le faire, aidé par des crédits américains, développement d'une industrie sidérurgique, développement d'une industrie aéronautique, les fameux avions Embraer. Pas beaucoup de pays d'Amérique latine qui fabriquent des avions quand même. Hein. Enfin, il y en a même qu'un, si vous voulez. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est à milieu de ces logiques-là, et on est revenu à plein dans ce modèle rentier. Donc là, il y a un enjeu important. Mais d'autre part, et je terminerai par là, pour créer les conditions d'une redistribution pérenne, il faut faire une réforme de la fiscalité. Il faut faire une réforme de la fiscalité, c'est sûr et certain. En Amérique latine, en général, et au Brésil en particulier, les taux d'imposition sur les revenus des individus, sur les revenus des entreprises ou sur les successions sont absolument dérisoires par rapport, alors j'allais dire ce qu'on connaît en France. En France, ils sont assez élevés, effectivement, hein, mais c'est un choix politique pour assurer des conditions de redistribution, mais sont dérisoires par rapport à la moyenne de l'OCDE, si vous voulez. Or, c'est bien ça qui dote un État fédéral, enfin, dans le cas du Brésil, un État de budget constant permettant de mettre en œuvre des politiques sociales pérennes qui ne s'arrêtent pas du jour au lendemain pour faire retomber les 30 millions de pauvres qui étaient sortis de la pauvreté dans la pauvreté. Et ça, je me souviens que dans une conférence qu'on avait organisée avec Dilma Rousseff en 2017 ou 2018, on lui avait posé la question. Pourquoi vous n'avez pas fait la réforme sur la fiscalité? Et elle m'avait dit, mais parce qu'elle ne passera jamais, par le Parlement, où, de surcroît, d'un point de vue sociologique, la majorité, enfin une partie importante des députés, des sénateurs, viennent plutôt des élites économiques locales. Et donc aucun intérêt personnel à aller voter une loi sur les droits de succession qui viendrait gréver, si vous voulez, la fortune familiale. Et donc quand on accumule ces éléments de blocage côté Constitution de 1988, élément de blocage aussi, voilà, cette vieille réforme sur la fiscalité qu'il aurait fallu, qui serait nécessaire pour lutter de manière durable contre les inégalités. Et c'est vrai que je suis un peu... j'ai pas très envie de conclure comme ça, mais
le pronostic pour les années qui viennent au Brésil ne me semble pas très rose, en quelque sorte. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, j'imagine que certains ou certaines d'entre vous ont des questions ou des remarques. Alors surtout, n'hésitez pas à lever bien haut la main pour que je puisse vous voir et vous rejoindre dans la salle. Bonjour, merci beaucoup. Il y a des chiffres que je ne comprends pas. Les sondages, à un moment donné, Lula éventuellement passé le premier tour, on va dire qu'il avait 52%. Mais Bolsonaro était à 36%. Donc ça fait 52 et 36, ça fait 88. Donc les 12% restants, ils étaient où? Dans les tout petits partis qui ont fait rien du tout? Ou... Il y avait 4 candidats importants. Bolsonaro, Lula, d'accord. Une candidate qui s'appelle Simone Tebet, qui était, je dirais, d'une droite néolibérale relativement modérée, si vous voulez. Et Ciro Gomes, qui est une dissidence de gauche du loulisme, pour aller vite. Et il s'avère que c'est là que se joue la différence des sondages. C'est-à-dire que, notamment, des gens dont on attendait qu'ils allaient voter pour Simone Tebet sont allés voter Bolsonaro. Et d'ailleurs, des gens qui devaient aussi voter pour Ciro Gomes ont voté Lula, ce qui explique qu'il a quand même un score assez élevé. Lula, il est complètement dans son score. En gros, il y a eu des phénomènes, ce qu'on dit beaucoup d'observateurs, il y a eu des phénomènes de vote utile. Au fond, c'est ça l'explication de la polarisation extrême du premier tour. Les gens qui, à un moment donné, se sont dit non, je ne vais pas disperser mon vote, je suis anti-Bolsonaro, je pourrais aller voter Ciro Gomes, mais je vais voter Lula directement. Et inversement, des gens qui étaient peut-être attirés par le discours quand même beaucoup plus pacifique de Simone Tebet, hein, qui est conservatrice, etc. Mais discours, je dirais, qui n'a pas la violence de celui de Bolsonaro, sont quand même allés voter Bolsonaro aussi par utilité, en quelque sorte. En gros. Bonsoir. Moi, j'aimerais bien avoir quelques données sur l'électorat de Bolsonaro, plus précisément, parce qu'on dit que les populations pauvres et principalement noires au Brésil ne vont pas voter, moins que les populations riches et blanches. Mais en même temps, on voit bien que c'est une grosse partie de l'électorat de Bolsonaro. Ou est-ce que c'est qu'une légende ou une fake news? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ou des données, un retour? Qui sont ces personnes exactement qui votent pour lui? Alors on n'a pas de données complètement consolidées sur le premier tour de la présidentielle parce que c'est trop tôt et justement il y a des enquêtes électorales qui sont en cours. Mais au fond, on peut quand même cartographier. On a vu des cartes apparaître depuis le 2 octobre et on peut quand même cartographier de manière assez claire. En fait, le facteur pauvre n'est pas un facteur absolument décisif. Aujourd'hui, le Brésil il est coupé en deux, concrètement. Le Brésil qui a voté Lula, c'est un grand Brésil du Nord-Est qui a voté Lula. On y vote aussi Bolsonaro, mais qui a majoritairement voté Lula. C'est un grand Brésil du Nord-Est qui est un Brésil plutôt très pauvre, plutôt rural, et qui est aussi le Brésil qu'incarne Lula historiquement. Lula, c'est un homme du Nord-Est qui effectivement a migré vers São Paulo et a fait toute sa carrière à la fois de sidérurgiste et de syndicaliste à São Paulo. Mais voilà. Et puis on a tout un Brésil qui est le Brésil, je dirais, du sud-ouest en quelque sorte, avec une ligne assez claire où on a tous les fronts pionniers amazoniens, où on est ultra-bolsonariste parce qu'ils favorisent la surexploitation de l'Amazonie, mais aussi tous les États du sud, les États riches. São Paulo, État de São Paulo quand même, un des 26 États, 27 si on compte le district fédéral, du Brésil, produit la moitié du PIB brésilien. D'accord ? Bon, par exemple, l'État de São Paulo, c'est très intéressant, parce que l'État de São Paulo vote majoritairement Bolsonaro, mais la ville de São Paulo a voté majoritairement Lula. Alors après, non, mais c'est très compliqué. On a des pauvres qui votent Bolsonaro, on a des pauvres qui votent Lula. On a des évangélistes qui votent Bolsonaro, mais on a aussi des évangélistes qui ont voté Lula. Donc après, ça a beaucoup à voir. Il faut produire des géographies électorales hyper fines. Bon. Par contre, ce qui est totalement spectaculaire dans certains cas, par exemple, la ville de Rio,
est une ville aujourd'hui qui est ultra majoritairement bolsonariste. Ultra majoritairement bolsonariste. Et ça, c'est tout à fait spectaculaire, où on sait que c'est aussi une ville où l'enracinement des églises évangéliques est à la fois ancien et sans doute plus fort que, par exemple, dans certaines villes du Nord-Est, où l'Église catholique a su conserver davantage de ses positions traditionnelles. Après, deuxième temps de la réponse, hein, enfin, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. Après, sur la motivation, hein, pourquoi je vote Bolsonaro, c'est vraiment hein, cette question de la conservation des valeurs traditionnelles. Et de ce point de vue-là, il y a des politistes qui font un peu la comparaison avec l'électorat de Trump. C'est pas que les pauvres, je veux dire. C'est aussi une classe moyenne qui, à un moment donné, ne se reconnaît pas dans un certain nombre d'évolutions contemporaines. Pas du Brésil, en fait du monde. Qui ne se reconnaît pas alors dans la remise en cause de l'héritage de la dictature, qui était pensé comme un âge d'or, mais dans, au fond, l'émergence sur la scène publique et politique des mouvements féministes, des mouvements gays, etc., qui ne se reconnaissent pas dans ce monde-là et qui voient dans le vote Bolsonaro voilà, un vote de la conservation de l'état voilà, de ce qui existait auparavant. Tout ça étant quand même massivement porté par les églises évangéliques par ailleurs. C'est pour ça que moi je pense vraiment que l'une des clés pour comprendre, c'est l'analyse du lien très fort qu'il y a entre les visions du monde portées par Bolsonaro. Ah oui, je suis sorti de l'angle de la caméra, pardon. Je suis désolé. Entre les visions du monde portées par Bolsonaro et celles qui sont portées par les pasteurs évangéliques. Et, excusez-moi, encore une remarque. J'avais pas le temps. J'ai dit les évangélistes, les pentecôtistes. Il y a des centaines et des centaines d'églises différentes qui sont toutes concurrentes entre elles. Donc là, c'était un discours assez général, mais en fait, ça mériterait de rentrer dans le détail. Quelle est la position de l'Assemblée de Dieu sur ça, de l'Église universelle du Royaume de Dieu, puisque toutes ces églises tentent de se différencier les unes des autres parce qu'elles sont aussi sur un marché concurrentiel pour essayer d'avoir le plus de fidèles possible. Donc voilà, j'ai nécessairement simplifié un certain nombre de choses, vous me le pardonnez. Il faudrait faire des conférences de 4 heures, ça serait plus clair en fait. On en fera d'autres, on fera une série. Alors une autre question ici. Merci. Je voulais revenir sur un point d'histoire, parce que si mes souvenirs sont bons, lors des 2 mandats de Lula, le Lula d'avant, le gouvernement avait également le soutien des églises évangéliques. Alors, pas de toutes, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans l'entre-deux tours de 2002, Lula est allé négocier avec un certain nombre d'acteurs religieux très importants, notamment l'Assemblée de Dieu, et notamment a mis en place quelque chose qui peut quand même paraître complètement inconcevable vu de France, mais ça justement, il faut décentrer son regard, parce que le Brésil, ne l'oubliez pas, est un État laïque. Le Brésil est un pays de séparation des églises et de l'État, comme la France, je veux dire, hein, depuis la Constitution de 1891. Bon. Eh bien, ça n'a pas empêché, dans le deal de 2002, enfin, voilà, il y avait d'abord un certain nombre d'assurances sur le fait que voilà, Lula, tout ancien marxiste qu'il était, n'allait pas mener la guerre à ces églises, mais surtout, il a sous-traité le versement d'un certain nombre de prestations sociales à ces églises. Et ça, c'est quelque chose qui est connu sous le nom de PPR, Partenariat Public Religieux. Ça dit, non mais ça dit non mais attendez, ça dit une première chose. Ça dit quelque chose des États latino-américains en général, des États en tant que puissance administrative, c'est-à-dire leur faiblesse. Pour distribuer de l'aide sociale, hein, il faut connaître sa population très très finement, si vous voulez. Il faut avoir aussi les moyens. Il faut avoir les infrastructures administratives pour distribuer l'aide sociale. C'est-à-dire que cette sous-traitance, c'était à la fois, je veux dire, une reconnaissance de l'incapacité de l'État fédéral à prendre en charge. Il faut dire qu'on est dans un pays qui est 17 fois plus grand que la France, qui a 215 millions d'habitants, où faire un recensement, c'est quand même une autre affaire, etc. C'est très, où il y a beaucoup d'informalité dans le travail, etc. Bon. Et à un moment donné, donc, c'était reconnaître aussi une forme d'impuissance de l'État dans sa gestion administrative, mais c'était aussi s'appuyer sur des acteurs qui, effectivement, connaissent extrêmement bien le terrain social. Et donc ça a été une condition du deal qui fait que, effectivement, l'entente a plutôt été harmonieuse dans les années 2000. Après,
toute la période où se construit, je dirais, ce qu'on a appelé le PT bashing, c'est-à-dire toute la détestation du Parti des travailleurs, là, à partir de 2013, relayée par les médias, etc., ça a fait quand même basculer énormément d'églises dans l'anti-loulisme ou dans l'anti-PT. Aujourd'hui, hein, les estimations qu'on a, c'est que 70% des fidèles évangéliques votent Bolsonaro. Donc il en reste quand même 30% pour Lula, mais 70%. C'est en gros les estimations qu'on a. Une nouvelle question. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Elle est très importante. Je suis brésilienne, étudiante à Sciences Po Bordeaux. Et vous avez évoqué 3 motifs pour lesquels les classes moyennes elles votent Bolsonaro. Donc, la religion, la sécurité, la famille. Et j'aimerais bien rajouter une autre, si vous me permettez, que c'est juste la méfiance de la classe moyenne avec certaines mesures que Lula a prises au moment de son gouvernement. La mesure, par exemple, d'établir les contrats pour les gens de maison, qui a fait que la plupart des femmes noires qui travaillaient dans les maisons des blancs riches brésiliens, elles puissent pouvoir avoir un contrat de travail, parce qu'avant, elles ne travaillaient pas avec des contrats, tout ça. Et les lois des quotas pour les Noirs qui ont entré dans les universités, qui ont étudié avec les fils de l'élite brésilienne. Et ça fait que les élites, elles puissent être très énervées contre le gouvernement. Et donc, ça change l'ordre établi dans le pays. Mais j'aimerais vous poser une question par rapport à 2 sujets que je n'avais pas apparus dans votre... qui c'est les gens de bœuf. Où sont les propriétaires terriens par rapport à cette configuration? Et les entrepreneurs industriels de la Fiesp de São Paulo, où ils se placent dans cette dispute de pouvoir au Brésil. Et merci encore une fois. Et je vais vous dire, on est brésilien, on ne va pas baisser les bras. J'espère bien que vous irez voter le 30 octobre, effectivement. Je vous remercie pour votre première question parce que je vous avais dit, je ne peux pas tout dire. Sur mon dernier slide, il y avait des données sur les discriminations raciales au Brésil. Et je ne les ai pas commentées. Et un des angles morts de ma conférence, voilà, j'aurais pu m'y arrêter davantage, mais je ne pouvais pas tout dire. Et c'est bien, justement, que vous posiez cette question. Vous avez raison. Il y a une détestation de Lula, alors, sur des imaginaires de corruption, tout ce que vous voulez, mais aussi parce qu'à un moment donné, il a, pas seulement symboliquement, concrètement, renverser des hiérarchies symboliques établies depuis des siècles. Et les 2 exemples que vous avez pris sont absolument passionnants. Parce que la loi sur les quotas dans les universités, c'est un truc qu'on a vu dans les universités fédérales. C'est-à-dire que moi, mes collègues, qui enseignent depuis 25 ans, avaient l'habitude d'avoir un public presque exclusivement blanc et ont vu apparaître, à un moment donné, des étudiants métis, noirs, étudiants et étudiantes, métis, noirs, grâce à cette loi des quotas, qui a joué un rôle hyper important et qui d'ailleurs alimente une grande nostalgie du loulisme, notamment dans les milieux urbains, je dirais, hein, dans les milieux urbains. Donc vous avez tout à fait raison. Et même chose sur la question de la domesticité, et ça c'est l'occasion de rappeler, bon je ne l'ai pas dit, on le sait, mais c'est quand même l'occasion de le rappeler. L'esclavage a été aboli au Brésil en 1888, mais l'empreinte de l'esclavage continue à peser très très lourdement sur cette société, notamment dans les rapports dits de domesticité, qui, dans de très nombreux cas, on le sait, sont encore des rapports de semi-esclavage. Et lorsque Lula a décidé de normer la relation de domesticité par, je dirais, du conventionnement, tout simplement, ça a effectivement heurté sans doute des élites, mais aussi des classes moyennes, parce qu'on sait que cette culture de la domesticité au Brésil est très enracinée dans les classes moyennes. D'ailleurs, ça se voit dans l'habitat, hein, tout simplement, avec les pièces réservées aux domestiques, etc. Donc là-dessus, vous avez tout à fait raison. Deuxième question sur
bon, en gros, le lobby de l'agro-business, hein, pour aller vite. Alors, où il est, lui, il est clairement bolsonariste. Alors, il est hyper clairement bolsonariste parce que, aujourd'hui, voilà, j'aurais pu donner plus de données économiques. Bon, le premier produit d'exportation du Brésil, c'est le soja. Voilà. Hein, le deuxième, c'est les minerais de fer. Bon. Et d'ailleurs, le premier produit d'importation, c'est les pesticides. Ça va ensemble, si vous voulez. Et Bolsonaro a très clairement favorisé alors l'industrie du soja, enfin l'agro-industrie du soja, et plus généralement l'agroalimentaire, si vous voulez. Et ça, on peut d'une part carrément le cartographier, hein, dans toute une série de régions. Dans le Mato Grosso do Sul, c'est une évidence absolue. Et ça, on le voit en termes de vote. Quand tout à l'heure, je vous parlais du Brésil coupé en deux, que vous connaissez mieux que moi, sans doute, voilà, toute cette zone de l'agro-business et du soja, si un jour vous avez la chance d'y aller quand même, quand on survole le Mato Grosso do Sul, c'est incroyable. Et moi, je viens de Picardie, donc j'ai l'habitude des grandes plaines céréalières qui n'en finissent pas. Mais alors là, si vous voulez, on y croit à peine. Et là, cette expansion de l'agro-industrie a été, au détriment évidemment de la forêt, etc., a été extrêmement forte. Sur les entrepreneurs, São Paulo, la Fiesp, etc., je ne sais pas. Je n'ai pas lu de choses spécifiques là-dessus, donc je ne vais pas vous répondre là-dessus. C'est fini, non? En fait, il y a une dame, c'est la première qui a levé le doigt, et elle lève le doigt depuis tout à l'heure. Vous avez de la chance que... Il faut quand même lui donner le micro, sinon c'est pas juste. Alors, la première dame. Alors. Merci beaucoup pour tout cet exposé. Moi, je suis brésilienne, mon accent ne cache pas. Je voulais aussi rajouter par rapport à ce que c'est dit, cette haine contre Lula a été aussi créée par la presse conservatrice. Donc j'ai vu un documentaire des Brésiliens c'était l'incroyable fabrique de coups d'État, qui disait qu'en 2018, la télé Globo a présenté 516 articles, matières, négatifs contre Lula et 2 positifs. Alors, je l'ai mentionné très rapidement, hein, tout à l'heure dans mon propos, cette importance des médias. Aujourd'hui, les médias, dans le monde entier, ont des capacités de fabrication politique. Voilà. Je ne vous apprends rien en vous disant que CNews a inventé Éric Zemmour. Et vous le savez très bien, c'est juste une statistique que je vous donne. Combien de fois le mot Éric Zemmour a-t-il été prononcé pendant... Voilà. Aujourd'hui, il y a une puissance des médias qui est absolument essentielle. Et l'un des enjeux de la démocratie, c'est certainement pas d'abolir les médias, parce que je rappelle quand même que l'accès à l'information a été un des éléments essentiels de la formation des opinions publiques au tournant des 18e et 19e siècles. Donc il ne s'agit pas d'abolir les médias, mais en revanche, d'édicter des lois qui évitent les conglomérats trop importants et qui permettent effectivement aux médias d'exister de manière à peu près équivalente, quel que soit leur positionnement ou leur nature dans l'espace public. Et au Brésil, on est très loin d'être là, puisqu'on a une ultra-concentration et effectivement un lien assez organique entre élite économique, et ça c'est très ancien, hein, ça date des années 30, ça date de la naissance des cultures de masse au Brésil, un lien très organique entre monde médiatique et monde des élites financières. Bon, et comme on a pris une, on va prendre la dernière, et ce sera la dernière question. Très 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 rapide, pas d'avortement, mais est-ce que les femmes ont accès au planning familial? Oui, il y a toute une série à la fois d'initiatives par exemple, Lula a joué un rôle très important dans ces années-là. Dans le développement, alors il a eu toute une politique de développement, on va dire, de services de santé de proximité, sous la forme de dispensaires, etc., pour désenclaver des régions qui étaient très éloignées de services médicaux. Et dans ces espaces médicaux, et intervenaient régulièrement, effectivement, des femmes... pour sensibiliser les jeunes filles aux règles élémentaires de la contraception et aussi de la prévention des maladies, sexuellement transmissibles. On a aussi
toute une série d'ONG qui interviennent sur ces questions-là. Simplement, on est très loin d'avoir une couverture territoriale complète. Et quand vous lisez justement des sociologues qui travaillent sur ces questions et qui vont, voilà, en gros, dans les périphéries urbaines les plus pauvres, alors, ça peut être la zone nord de Rio, etc. Évidemment, on est très loin de ça. Et donc, les cas de grossesse précoce se multiplient. Et qui dit grossesse précoce dit alors soit contrainte d'un avortement illégal dans des conditions catastrophiques ou déscolarisation précoce. Et ça, voilà. Aujourd'hui, c'est un des critères, je dirais, de discrimination des femmes au Brésil, c'est ça, c'est le fait que énormément de femmes interrompent leur scolarité à un niveau très bas de jeunes filles, disons, pour des grossesses précoces. Je termine. Il y a un dernier enjeu dont je n'ai pas parlé, mais qui est derrière tout ça aussi. Hein. Et au fond, la question que vous me posiez tout à l'heure en parlant des quotas de l'université m'y fait penser également. Au fond de moi-même, je pense que le véritable enjeu derrière tout ça, c'est l'éducation. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi l'éducation qui permet de déconstruire des fake news. Si là, je vous envoie n'importe quoi sur votre WhatsApp, voilà, en France, on a un niveau d'éducation minimum qui fait qu'on a des outils de déconstruction, si vous voulez. Aujourd'hui, la question éducative, aussi bien face au phénomène des fake news qu'à un certain nombre de vérités providentielles énoncées par les églises pentecôtistes au mépris, ou par Bolsonaro, au mépris des plus grandes certitudes scientifiques que nous pouvons avoir, dans ce contexte-là, l'éducation est évidemment un enjeu majeur. Et l'éducation, ce sera nécessairement par un État puissant. Hein, parce que l'éducation privée ne sera jamais une éducation universelle. Et donc, ça sera forcément par un État puissant. Et au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, au Brésil, on est très loin de ce schéma, comme vous le savez parfaitement. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Est-ce que... Un petit mot sur le film. Pour ceux qui vont voir le film Edna juste après. Moi, c'est un film que j'ai découvert au Festival de Biarritz l'an dernier, qui a été primé au Festival de Biarritz, pour lequel c'est un film que j'adore complètement. Vous allez voir que ceux qui ne l'ont pas vu encore, vous allez avoir des échos à ma conférence. Parce que c'est un film qui parle du Brésil contemporain au travers de la trajectoire d'une vieille dame, mais qui parle aussi du Brésil de la dictature et qui fait des ponts. C'est un film qui parle de l'extrême précarité dans laquelle un certain nombre de Brésiliens peuvent vivre. C'est un film qui parle de la domination masculine dont sont victimes les femmes. C'est un film qui parle de la marginalité géographique d'un certain nombre d'espaces au Brésil. Et le tout, je trouve, avec alors, à la fois quelque chose de très attachant, puisque le film est construit autour de cette vieille dame, et avec quelque chose que je trouve assez bouleversant dans le film, c'est ma lecture, hein, qui est... alors, Éric Rocha, c'est le fils du très grand Glauber Rocha, le grand cinéaste du cinéma novo brésilien. Il a jamais voulu, quand il intervient publiquement, faire valoir cet héritage, etc. Moi, je connais parfaitement sa filmographie, et c'est la première fois où, à un moment donné, je trouve qu'il dialogue avec les images de son père, et notamment, vous allez voir dans tout le début, qui est en noir et blanc. Ceux qui connaissent le cinéma de Glauber Rocha, pour moi, il faut regarder ces images aussi en pensant à ce que produisait Glauber Rocha au début des années 70, exactement dans les mêmes zones ou un peu plus au sud, disons. Et voilà, bon, quelques mots d'introduction très, très rapides, mais je vous conseille en tout cas très fortement Edna. Voilà. Merci.